Mesdames, Messieurs, bonjour. Bien entendu, c'est encore le dossier des municipales qui fait le titre de l'information ce matin. Au cours de notre émission spéciale de la soirée d'hier, nous vous avons donné les chiffres et les statistiques qui nous parvenaient. Aujourd'hui, le monde politique se penche sur les résultats de ce premier tour des municipales avant de définir la tactique à adopter pour le second tour. D'abord, les résultats. Monsieur Raymond Marcellin vient de rendre publics les résultats définitifs en tant que ministre de l'Intérieur. Guy Sartoulet, est-ce que vous avez le contact avec M. Marcellin? À l'heure actuelle, nous n'attendons plus que le résultat de 22 communes sur les 37 613 communes françaises. Aussi, il est possible de faire un bilan général. Les abstentions sont moins fortes que nous ne l'avions pensé hier. En effet, il n'y a que 24% d'abstention, un peu plus. En 1965, au premier tour, il y avait 21% d'abstention, ce sont donc des chiffres comparables, et en général, comme d'habitude, les abstentions sont surtout dans les grandes villes. Et dès maintenant, on peut faire une observation, qui est d'ailleurs classique dans cette sorte d'élection, c'est que 83% des sièges sont pourvus dès le premier tour, c'est-à-dire 388 180 sièges de conseils municipaux sont déjà attribués sur 465 000. Je vous ai donné tout à l'heure la répartition par voix et la répartition par siège sur des tableaux. Maintenant, il me reste à faire une remarque, c'est que la majorité enregistre des gains substantiels. Ceci vient de son implantation dans le pays. Elle compte depuis 1958 des élus nationaux, députés et sénateurs, et peu à peu, ces élus s'implantent dans le pays, ainsi que les militants de ces formations de la majorité. Nous l'avons constaté d'ailleurs en mars dernier, de l'année dernière, au Conseil généraux. Nous le constatons encore cette fois-ci en regardant les résultats des élections municipales. Et ainsi, si nous totalisons les gains obtenus, l'ensemble des sièges des conseils municipaux qui reviennent à la majorité, nous nous apercevons qu'elle détient dès maintenant 53% de ces sièges. Quant à l'opposition, quelles observations pourrons-nous faire? Nous nous apercevons que le Parti communiste a un peu plus de sièges qu'au premier tour de 1965, que les formations non communistes de la gauche se maintiennent, et les perdants, ce sont les centristes et les modérés d'opposition. Une simple remarque, mais qui vaut la peine d'ailleurs, et qui concerne Paris. Paris voit les listes de la majorité rassembler 43,1% des voix dès le premier tour, alors qu'au premier tour de 1965, 38% des voix avaient été rassemblées par ces formations, et ces formations sont toutes en ballotage favorable, ou presque toutes en ballotage favorable. Il reste pour dimanche prochain 76 230 sièges à pourvoir, mais il s'agit de scrutins très serrés, de véritables duels, comme toujours au second tour. Aussi, ce sont des scrutins qui sont infiniment importants, car il s'agit de l'administration du territoire, et les conseils municipaux prennent des décisions qui sont véritablement de conséquence pour l'avenir des administrés. Aussi, j'appelle les abstentionnistes à aller voter et à faire leur devoir civique dimanche prochain. Ça, c'était les commentaires du ministre de l'Intérieur. Guy Clerc, je crois qu'il est bon de revenir tout de même sur redétailler les résultats par catégorie de ville ou par formation politique. Oui, nous n'allons pas le faire pour les petites communes, car c'est trop difficile, on ne sait pas très bien comment classer les candidats ou les élus ou en ballottage d'ailleurs. En revanche, pour les villes de plus de 30 000 habitants, on y voit tout de même assez clair. Les résultats ont été acquis dans 124 villes de plus de 30 000 habitants sur 193 000, et je vous propose de voir un peu d'abord comment se répartissent les sièges, les mairies attribuées déjà dans ces villes de plus de 30 000 habitants, et cela en commençant par les partis de gauche. Voici donc un premier carton qui concerne les partis de gauche. Le Parti communiste obtient 38 sièges, 38 mairies, le Parti socialiste 22, le PSU 1, les radicaux 2 et la gauche unie 2. Du côté des centristes, les centristes d'opposition ont 8 mairies,
notamment le Rouen, Mulhouse. Les centristes majorité ont 3 mairies, Rennes, Lyon et Bourg-en-Bresse. Du côté de la majorité, les Républicains indépendants et le Centre national des indépendants, qui étaient alliés presque partout, remportent 23 mairies, l'UDR 21. Nous allons maintenant voir comment, une fois que nous savons comment sont attribués les sièges, quels sont les rapports des gains et des pertes enregistrés par les différents partis, en commençant encore une fois par la gauche, c'est-à-dire par le Parti communiste. Le Parti communiste avait 39 maires sortants, il a 37 élus, il a gagné une mairie qui est Calais, et il a 2 mairies en ballottage qui sont Nîmes et Sarcelles, des ballottages assez difficiles d'ailleurs, en particulier en ce qui concerne Nîmes. Le PSU avait un sortant, c'est Saint-Brieuc, eh bien il est réélu au premier tour. Les GAM, les groupes d'action municipaux, avaient un sortant, c'était Grenoble, il y a là aussi ballottage, un ballottage assez favorable d'ailleurs au maire sortant de Grenoble, M. Dubedou. Du côté des socialistes maintenant, il y avait 39 sortants, 20 maires retrouvent leur mairie dès le premier tour, 19 sont en ballottage, dont certains donneront lieu à des batailles serrées au deuxième tour comme Toulouse et Lille. Il y a aussi Marseille bien sûr dans ces ballottages, mais là avec un net avantage à M. Gaston Defferre. 3 municipalités gagnées par les socialistes, Évreux pris aux radicaux, Agen pris au centre et Nevers pris à la majorité. Les radicaux maintenant. Les radicaux avaient 7 sortants, ils ont 2 élus au premier tour, il y a 2 villes en ballottage qui sont Périgueux avec un net avantage à M. Guéna, l'ancien ministre des PTT, et Valence. 3 municipalités perdues, Agen laissé à la gauche, Évreux laissé à la gauche et Castres conquis par l'UDR par M. Limousin, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Divers gauche, c'est essentiellement le Parti de la démocratie socialiste de M. Muller, 16 sortants, 6 élus au premier tour, 10 ballottages, fréquemment favorable, mais pas toujours. Par exemple, à Amiens, le maire sortant, M. Vast, devra livrer une dure bataille au deuxième tour contre la liste de gauche. Les centristes d'opposition avaient 13 sortants. Ils ont 7 élus au premier tour, notamment Nancy, M. Martin, Rouen, M. Le Canuet, Nice, M. Médecin. Ils ont gagné une ville qui est Cannes, avec M. Cornu-Gentille. Et il y a 6 ballottages, dont certains difficiles, comme celui de Roanne, où le député UDR, M. Alain Ternoir, a pris une option au premier tour. Les centristes de la majorité, maintenant, avaient 26 sortants, ils ont 17 élus au premier tour, 6 ballottages, ils ont perdu 2 mairies, essentiellement, qui sont Cannes, qui va à M. Cornu-Gentille, et Melun, et encore que là, c'est un UDR qui prend la mairie à des centristes, il n'y a donc pas vraiment changement de couleur politique. L'UDR, maintenant, l'UDR avait 28 sortants, elle a 16 élus au premier tour, dont Bordeaux, M. Chaban-Delmas, qui enregistre un beau succès puisqu'il passe de 52% en 1965 à 62% des voix cette fois-ci, M. Marcelin à Vannes, bien sûr. Il y a en tout 23 membres du gouvernement qui sont élus, dont M. Debré, Duhamel, Giscard d'Estaing, Tétinger, Bicoque, je ne peux pas vous les citer tous. Il y a un battu qui est M. Vivien, et il y en a 12 en ballottage, certains favorables comme M. Casperet, Lafay, Duvillard, Guichard ou Tino, d'autres en ballottage plus difficile, voire très défavorables, comme messieurs Comiti de Chartres ou Bailly à Belfort. L'UDR donc a gagné 5 mairies, Auxerre, Castres, Dijon qui est pris aux Républicains indépendants par M. Poujade, Melun, je vous l'ai déjà dit, pris à des centristes, et Rueil-Malmaison qu'emporte M. Baumel. L'UDR perd 3 mairies, d'autre part, Calais pris par une liste de gauche unie, Nevers pris par la gauche unie également, et Laval pris par M. Robert Buron, président d'Objectif 72. Les Républicains indépendants et le Centre national des indépendants avaient 16 sortants, ils ont 7 élus au premier tour, dont Vannes pour M. Marcelin, Saint-Chamond pour M. Pinet, pour ne citer que cela. Ils perdent Dijon, mais là aussi c'est au profit de l'UDR, donc il n'y a pas vraiment de changement, et il y a 7 ballottages. Ce bilan étant fait, eh bien, il reste des points chauds pour le deuxième tour, pour dimanche prochain. Et d'abord Toulouse, où c'est une des surprises du premier tour, M. Baudis à la tête d'une liste de la majorité, distance de 13 000 voix le maire socialiste, M. Bazerque. Ce sont les communistes, avec M. Liante, qui sont les arbitres de la situation, bien qu'ils aient perdu des voix par rapport à 1965, mais il est possible qu'ils se désistent pour M. Bazerque, et dans ce cas, ce serait très serré.
À La Rochelle, on est arrivé dans un mouchoir. La liste de gauche de M. Crépeau est en tête, un radical. Devant le communiste, devant M. de Chartres et M. Salardenne, on risque d'avoir un duel gauche majorité au deuxième tour. Nous avons ensuite d'autres villes. Nous avons Grenoble avec M. Dubedou en tête de 2000 voix devant le candidat de la majorité, M. Cabanel. Là aussi, le PC arbitre. À Lille, M. Laurent distance de 700 voix seulement M. François-Xavier Ortoli. Et là aussi, M. Laurent aura sans doute besoin des voix du Parti communiste. Au Mans, le centriste, M. Maury, soutenu par la majorité, a 6000 voix d'avance, mais si la liste de gauche, la troisième liste de gauche, se désiste au profit du Parti communiste, nous aurons une élection serrée. À Amiens, je vous l'ai dit tout à l'heure, le communiste, M. Lampe, est arrivé en tête avec 4000 voix d'avance sur M. Vaste, socialiste soutenu par la majorité, socialiste dissident. Et enfin, à Nîmes, mairie communiste. Tout dépend de ce que feront les électeurs de la troisième liste qui est arrivée en troisième position, alors que M. Jourdan, le maire sortant, n'a que 3500 voix d'avance. On va voir rapidement maintenant les tendances par région. Alors les grandes tendances par région sont assez difficiles à dégager parce que bien sûr il y a beaucoup de cas particuliers. Enfin on peut dire néanmoins que la majorité progresse sérieusement à Paris. En revanche, on enregistre des gains de voix de la gauche, surtout quand elle constituait des listes unies, dans la banlieue parisienne, dans beaucoup de coins de la banlieue parisienne. Dans le nord, c'est à peu près stable, mis à part le cas de Calais. Dans l'Est, il y a une certaine poussée de centristes, notamment à Metz, où il semble que le centre démocrate emportera la mairie. La majorité consolide d'autre part ses positions dans le sud-ouest. Dans l'ouest, c'est à peu près stable, et dans le sud-est également. On peut dire d'une manière générale que la majorité a confirmé son implantation, mais n'a pas réussi à prendre les grandes citadelles auxquelles elle s'attaquait, comme Lille ou Marseille. Elle réussira peut-être simplement à Toulouse, et que dans l'ensemble, les partis de gauche ont maintenu leur position, et que les centristes, à part quelques succès personnels, ont tout de même eu du mal à résister, sauf donc à Rouen, à Nice et aussi à Saint-Étienne. Reste évidemment à ce dossier politique à ajouter les réactions des leaders politiques. Nous sommes en train de les rassembler. Philippe Gidas vous les présentera au cours de Télésoir aujourd'hui. À part ça, dans l'affaire française, un dossier à retenir ce matin, celui de la navigation aérienne. La situation est un peu confuse. Il y a quelques instants au Bourget, 1500 navigants ont réclamé la reprise des vols. Samedi, vous en souvenez, les compagnies avaient proposé de reprendre les vols avec la minorité des navigants qui avaient accepté ces propositions, la proposition des compagnies. Pour l'instant, ces compagnies ont donc l'intention de convoquer individuellement les navigants pour leur faire signer une sorte de contrat avec comme base les propositions faites la semaine prochaine. Convocation qui aura lieu probablement demain. Pour l'instant, aucune réaction des syndicats. Toujours en France, la mallette de M. Jean Chenevier, la mallette qui contenait la rançon des 500 000 francs versés au ravisseur de sa fille Elisabeth, a été retrouvée ce matin abandonnée au parking Georges V à Paris. Et puis, 4 malfaiteurs sont actuellement barricadés dans une banque à Toulouse. Au moment où ils tentaient un hold-up, ils étaient à l'intérieur de la banque, ils ont été surpris par l'arrivée d'un car de police secours. Pour l'instant, les malfaiteurs, qui sont armés, gardent une quinzaine de personnes comme otages à l'intérieur. Un contrat vient d'être signé entre la France et l'Union soviétique qui prévoit l'enrichissement dans les usines isotopiques soviétiques d'uranium naturel français destiné à la fabrication de la première charge de combustible de la future centrale nucléaire française de Fessenheim. Pour cette clausée, c'est un accord très important, aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan politique. D'abord, où en est-on sur le plan de l'énergie en France ? Bien, depuis que la France a renoncé à construire des centrales qu'elle avait mis au point, des centrales à uranium naturel, pour prendre des centrales de type américain et centrales à uranium enrichi, se pose pour elle un problème d'approvisionnement en uranium enrichi. Alors traditionnellement, le seul fournisseur, c'était les États-Unis. Mais il se trouve que depuis peu de temps, l'Union soviétique s'est présentée, si l'on peut dire, sur le marché de l'uranium enrichi. La France a donc passé un contrat qui porte à peu près sur 30 ou 40 millions de francs et qui porte sur une centaine de kilos à peu près d'uranium faiblement enrichi représentant la première charge de Fessenheim. Vous savez que Fessenheim, c'est la première centrale de ce type qui va être construite sur les bords du Rhin et qui doit entrer en fonctionnement vers 1975. Comme vous l'avez dit, c'est de l'uranium français qui sera enrichi dans les usines soviétiques. Oui, mais cet uranium enrichi est une matière stratégique. Alors, les contrôles internationaux? Oui, il semble que cet accord ne fasse aucune allusion à un problème de contrôle. Mais il faut bien insister qu'il s'agit ici d'uranium faiblement enrichi, à 3% à peu près,
pas du tout l'uranium militaire à 90% dont on se sert pour faire les bombes. Mais il est certain que jusqu'à présent, cet uranium était toujours soumis à un contrôle. Qu'on ne parle pas de contrôle, semble-t-il, qu'est-ce que cela veut dire? Il peut y avoir deux interprétations. Ou bien l'Union soviétique considère que l'uranium faiblement enrichi n'est plus une matière stratégique, mais est une source d'énergie comme le pétrole. Ou bien l'Union soviétique considère que la France est désormais une puissance nucléaire, qu'elle possède tous les secrets militaires en ce domaine et qu'il n'y a pas lieu de lui imposer un contrôle. Alors, nous saurons la réponse puisque d'autres contrats de ce type sont en négociation, notamment avec l'Allemagne, je crois la Suède, la Finlande, et on verra quelles seront les clauses de ces contrats si l'Union soviétique déclassifie l'uranium faiblement enrichi ou si l'Union soviétique considère que la France est un partenaire nucléaire au même titre que les autres grands possédant les secrets nucléaires. Le reste de l'étranger maintenant, le pétrole, les réactions ouest-ouest, Berlin, Stéphane Paoli. Tripoli, la Libye fait peser sur les négociations pétrolières avec les grandes compagnies internationales la menace d'une nationalisation. Ce serait une ultime tentative des autorités de Tripoli pour faire sortir les conversations de l'impasse. Madame Golda Meir a déclenché une tempête en Israël et s'est exposée en particulier à de violentes critiques de la droite en proposant dans une interview au journal Time la démilitarisation du Sinaï et sa neutralisation garantie par une force mixte israélo-égyptienne. Le gouvernement examinera par priorité aujourd'hui la déclaration de Madame Golda Meir. Laos, 653 Nord-Vietnamiens ont été tués aujourd'hui au cours de très violents combats le long de la piste Ho Chi Minh, annonce Saigon. 9 chars nord-vietnamiens ont été détruits au cours de ces affrontements, les plus durs depuis le milieu de la semaine dernière. Élections municipales à Berlin-Ouest, le Parti socialiste a perdu hier 6,5% des voix et 8 sièges. Il conserve tout de même, mais de justesse, la majorité, obtenant 73 sièges sur 138 au Sénat, une élection qui risque d'avoir des répercussions sur la politique d'ouverture à l'Est de Bonn. Vienne, reprise des négociations américano-soviétiques sur le désarmement nucléaire, le SALT. La dernière séance s'était tenue à Helsinki en décembre dernier. Elle n'avait conduit à aucun accord. Bruxelles, sous la présidence de M. Maurice Schuman, les ministres des Affaires étrangères des 6 examinent aujourd'hui les problèmes non réglés avec la Grande-Bretagne avant de soumettre demain des propositions aux négociateurs britanniques, M. Jeffrey Rippon. À cela, on peut ajouter un problème qui intéresse de près les Français implantés au Maroc. Dans le discours du trône qui a marqué le 10e anniversaire de son règne, le roi Hassan II a une nouvelle fois abordé le problème de la marocanisation du secteur tertiaire. Et dans les semaines à venir, une commission bipartite va être créée entre l'administration marocaine et la Chambre de commerce et d'industrie française qui va examiner les affaires cas par cas. Et Christian Bernadac a rencontré au Maroc l'homme chargé de cette opération, M. Mohamed Jaïdi, le ministre du commerce et de l'industrie, des mines et de la marine marchande au Maroc. Monsieur le ministre, une certaine appréhension s'est manifestée dans les milieux français à la suite du discours du trône où le roi, une nouvelle fois, avait évoqué les problèmes de la marocanisation. Ce problème a été assez longuement discuté avec les milieux concernés, notamment la Chambre française de commerce, les associations professionnelles. Je ne peux malheureusement pas vous dire plus que ce que j'ai dit à ces personnes qui sont particulièrement intéressées par cette question. Je pense leur avoir donné le maximum d'explications, le maximum de détails. Et je n'ai personnellement rien ajouté à ce qu'a dit Sa Majesté en ce qui concerne les options fondamentales sur le plan politique et économique qui ont été tracées dans le discours du trône. Oui. C'est-à-dire que le secteur tertiaire, c'est assez vague. Oui, est-ce que ça veut dire tout ce qui n'est pas industrie, tout ce qui n'est pas agriculture? Bon, il y a une définition classique du secteur tertiaire, qui en principe est le secteur de services et de commerce, mais je crois que lorsqu'on fait un peu l'analyse de ce secteur, on découvre que c'est un secteur qui est extrêmement complexe, qui va d'activités très nobles comme celle de la banque, des transports aériens, des transports maritimes, jusqu'aux activités les plus réduites, comme le petit commerce de détail ou la représentation. Ça veut dire que dans un premier temps, il pourrait y avoir 51% du capital, les conseils d'administration aux 2/3. Je ne peux absolument rien vous dire de plus, parce que, en toute objectivité, en toute sincérité, cette question a des implications extrêmement complexes et le gouvernement, dans toutes les décisions qu'il prend, a surtout pour but de ne rien faire qui puisse compromettre les grandes options politiques du gouvernement de Sa Majesté sur le plan
du libéralisme, sur le plan de l'association, sur le plan de la coopération avec l'étranger. Et vous n'avez pas peur, Monsieur le Ministre, que si la marocanisation se fait rapidement au cours de cette année, les investissements étrangers au Maroc, alors pour l'industrie et pour le secteur agricole, stoppent et que, en fait, le Maroc n'ait pour subsister que ses propres ressources, ses propres capitaux? J'ai l'impression que vous êtes en train de dévier un peu la conversation et je ne pense pas qu'on puisse en arriver là. Bon. Donc, marocanisation, ça ne veut pas dire nationalisation. Au dernier dossier, avant le magazine, la campagne des municipales a, entre autres choses, reposé le problème des communes qui disparaissent peu à peu, faute d'activités nouvelles. Certains villages meurent, d'autres, en revanche, réagissent, comme par exemple Figanières, dans le Var, près de Draguignan. Et cet exemple nous a paru intéressant de vous le signaler. Voici l'enquête de Louis Doucet et de Jean-Claude Malingeau. À 10 km de Draguignan, dans le Var, un village de 500 habitants, Figanières. Un joli village pour les moutons et les vieux. Un village qui allait vers sa fin. Non, je m'occupe un peu. Ouais. Je m'occupe un peu. Je passe un peu le temps. Ouais. Sinon, sur une chaise, hein, vous m'avez compris, je ne suis jamais resté. Ouais. Sauf lorsque j'étais malade. Ouais. Et nous sommes le plus vieux ménage du pays. Ah non, depuis. 61 ans de mariage. On y passait doucement le temps, avec les grives, les cartes aussi, comme dans les histoires de Pagnol. Mais les jeunes, eux, s'ennuyaient. Alors, ils partaient vivre plus loin. Mais un jour, un nouveau venu renversa le courant. Le village mourait, si on peut dire, comme tous les villages du Haut-Var, mais certains jeunes avaient des idées qu'ils voulaient mettre en pratique et les développer. Vous ne saviez pas trop comment vous y On prendre. ne savait pas comment nous y prendre, Oui. nous n'avions personne pour nous guider, Oui. c'est surtout ça, de nous conseiller aussi. C'est à ce moment-là que monsieur et madame Carigny sont arrivés dans le village, ils nous ont aidés à réaliser ces idées. Il fallait faire quelque chose, il n'y avait rien, absolument rien. Or, les jeunes que nous avions en classe à cette époque-là... Vous étiez instituteur. J'étais instituteur. Oui. Et les jeunes que nous avions en classe, lorsqu'ils ont quitté l'école, ont éprouvé le besoin de continuer ce que nous avions commencé à l'école. Une méthode d'éducation moderne que nous leur enseignons a nécessité ce besoin de continuer après l'école. Et automatiquement, nous avons créé avec ces jeunes une association qui est le foyer rural de jeunes d'éducation populaire. Pour désenclaver ceux de Figanières, comme on dit dans les rapports officiels, le maître d'école ouvrit les portes vers le cinéma, vers l'audiovisuel ou la radio amateur qui fait converger vers le lit de René des amis lointains. Ça m'a pris, ça me donnait plutôt goût, un goût nouveau à la vie. Vous n'aviez pas que votre émetteur-récepteur. Alors, mais c'est pas tout la radio. Et le contact humain. Condition de travail un HW32, l'antenne est une verticale et le micro est un micro-cristal. WX dans le Var, aujourd'hui, temps ensoleillé avec quelques nuages, température aux alentours de 16 degrés. Le résultat, eh bien, il attira d'autres animateurs bénévoles. Un professeur de judo voisin, un peintre. Les jeunes trouvaient enfin à s'occuper. On s'aime et ça malgré tous mes défauts. Même si pour moi tu souffres bien trop, Mais ça va chez vous, les jeunes, là-haut? C'est formidable. C'est terrible. Mais vous savez, on n'est pas d'ici. Mais d'où êtes-vous, alors? On est de Draguignan. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, ici, on a trouvé ce qu'on n'a pas trouvé ailleurs. L'ambiance,
et surtout l'amitié. À partir du moment où on arrive à créer cette mentalité, automatiquement, c'est tout qui s'en ressent. Alors, devant l'exemple des jeunes, les moins jeunes s'y mirent aussi. Et voilà maintenant le village tout heureux, tellement même que l'ambiance de son petit carnaval y attire les foules depuis Marseille et la frontière italienne, comme son grand frère, celui de Nice. Évidemment, par rapport aux grands événements du monde, c'est moins que rien. Mais un village, c'est tout un univers. Et des villages qui vont mourir, comme autrefois Figagnières, c'est une grande tristesse. Pourtant, vous l'avez vu, il faut peu de choses pour réveiller la belle au bois dormant. Tout juste un peu d'amour. Eh bien, pour ouvrir cet hebdo Midi Sport, je voudrais vous présenter deux joueurs qui appartiennent déjà au passé de l'équipe de France de rugby à 15, mais qui tous les deux, chacun dans leur équipe, ont assuré hier leur qualification en championnat de France. Je veux parler de Jean Gachassin et de André Boniface. Jean Gachassin, vous le connaissez, avec son équipe de Bagnères de Bigorre, il a réussi à éliminer en 16e de finale et par 18-9 l'équipe de Lourdes où opérait son vieux compère Michel Crost. André Boniface, lui, avec Mont-de-Marsan, il a battu l'équipe de Tarbes par 30-19 après prolongation, alors que les Montois étaient menés 14-0 en début de partie. Nous allons regarder maintenant, si vous voulez, le tableau des 8e de finale de dimanche prochain. Deux matchs s'annoncent particulièrement animés, La Voulte, le tenant, contre Agen et Narbonne contre Toulon. Signalons encore que Montferrand, finaliste l'an dernier, a été éliminé par Bègles par 12-8, Bègles qui dimanche, vous le voyez, sera opposé à Dax. C'était hier à Åre, en Suède, la finale de la Coupe du Monde de ski. Les classements que nous allons découvrir maintenant appellent quelques commentaires. Chez les hommes, l'Italien Gustavo Toni a gagné parce qu'il est le skieur le plus complet. Chez les femmes, l'Autrichienne Anne-Marie Preul a battu Michel Jacot et elle s'est surtout imposée lors de la tournée en Amérique du Nord. Alors que les Français ont largement dominé la saison, comme le prouve le classement par nation, 452 points d'écart entre la France et l'Autriche, on a senti une très nette baisse de régime chez nos skieurs dans les dernières épreuves. L'équipe de France avait commencé la saison tambour battant, vous vous en souvenez, elle a terminé très essoufflée. Il faut en tirer les enseignements. Les responsables de l'équipe de France devront très certainement pour Sapporo revoir un petit peu leur méthode d'entraînement. Un mot des championnats d'Europe d'athlétisme en salle, pour dire que 23 médailles ont été remportées par les soviétiques et que les Français ont été très modestes, la seule médaille revenant à Sylvie Tellier, ici même, qui est deuxième du 60 mètres. Si vous voulez, nous parlerons encore un peu des femmes maintenant, avec les joueuses de Clermont, les joueuses de basket du Clermont Université Club, qui sont maintenant assurées de remporter le titre de champion de France et qui ont fourni hier soir un très joli match face à Montceau-les-Mines. Les joueuses du CUC sont en noir, avec dans leur rang des éléments de grande valeur comme Irène Guidotti, Jacqueline Chazalon, qui sont en même temps de très jolies filles. Et ce qui séduit particulièrement dans le basket féminin, c'est cette harmonie de chaque geste, de chaque action. La gerbe de Montceau-les-Mines démarra très vite, pris jusqu'à 10 points d'avance. À la pause, l'écart n'était plus que de 1 point, 39-38 en faveur de la gerbe. Et puis, en deuxième mi-temps, les Clermontois s'imposaient par une meilleure technique, une organisation supérieure. La fatigue se faisait sentir aussi chez les joueuses de Montceau-les-Mines. 72-61, tel sera le score final en faveur du Clermont Université Club, qui, avec un match en moins, possède désormais 5 points d'avance sur Montceau-les-Mines au classement de ce championnat de France. Après le basket féminin, un sport plus brutal, puisque ce soir, au Palais des Sports, le boxeur américain Billy Backus affronte le français Robert Gallois. Billy Backus est champion du monde des poids welter, mais le titre n'est pas en jeu. Demain mardi, Ronnie Rock met en jeu son titre des super légers contre le Turc Kamachi. Toujours demain, à Megève, ouverture du championnat du monde de curling, cette espèce de pétanque sur glace
qui, selon les humoristes, se joue avec des balais et des bouillottes. Mercredi, à Bologne, face à Chirico, Nino Benvenuti fait sa rentrée. Il avait été déchu de son titre de champion du monde des poids moyens par l'Argentin Carlos Monzon. Mercredi, à Valence, l'équipe de France de football rencontre celle d'Espagne. Ce sera le premier match en Europe de nos joueurs depuis leur bonne tournée en Amérique du Sud. Mercredi également, à Sainte-Hélène, en Angleterre, match international de jeu à 13 entre la Grande-Bretagne et la France. Jeudi, à Montpellier, la France et l'Espagne se rencontrent, encore en football, mais cette fois, ce sont les espoirs qui jouent. Nous verrons évoluer là quelques-uns des joueurs possibles pour la prochaine Coupe du Monde. Vendredi, à Marseille, Jean-Claude Boutier, le boxeur qui monte, est opposé à l'Américain Atkins. Vendredi toujours, en cyclisme, Milan-San Remo passionne toute l'Italie. C'est une grande classique, c'est le jour de la Saint-Joseph et personne en Italie ne travaille plus. Vendredi toujours, la skieuse américaine Marilyn Cochrane, qui a remporté 2 titres au championnat de France à la Plagne, retrouvera les skieurs français à Aspen, Colorado, pour le match États-Unis-France. Samedi, rugby à 15 à Llanelli avec une rencontre entre les équipes B du Pays de Galles et de la France, un avant-goût de la grande finale du tournoi des 5 nations. Samedi toujours en athlétisme, c'est l'international de cross-country à Saint-Sébastien. Et puis, naturellement, nous aurons pendant cette fin de semaine tout le programme habituel, football, basket, rugby et jeux à 13. Eh bien, la bourse, comme les hommes politiques ont tous affiché leur satisfaction devant le résultat des élections municipales, la bourse, elle, n'affiche pas sa satisfaction, mais elle est allergique au bouleversement, et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'y a pas eu de bouleversement pour ces élections. La bourse est donc plutôt satisfaite, elle aussi, et elle est résistante. Elle ne monte pas car, à côté de cette satisfaction un petit peu négative que lui apporte le résultat des élections, il faut bien dire qu'elle retrouve ses préoccupations de la semaine dernière, à commencer par une situation sociale qui lui semble incertaine. Tous les boursiers se demandent ce que vont faire les grandes centrales syndicales après les élections municipales. Et bien sûr, les boursiers regardent l'évolution des prix car ce sera l'un des éléments déterminants de l'attitude des syndicats dans les mois qui viennent. Tout le monde attend avec une certaine impatience la publication de l'indice des prix du mois de février, sur lequel, pour l'instant, on n'a encore aucun élément. De toute façon, le patronat commence lui aussi à parler des prix, et M. Paul Huvelin, dans le dernier numéro de la revue du patronat, a écrit qu'il fallait que les industriels puissent trouver un équilibre entre des charges qui ne cessent de croître et les ressources qui proviennent des ventes. Les ressources qui proviennent des ventes, c'est évidemment tout le problème des prix que pose ainsi le président du CNPF. Vous voyez que les valeurs étrangères sont irrégulières, mais qu'aux américaines, ITT se distingue avec 10 francs de plus. C'est probablement une des vedettes aux valeurs étrangères, bien que Wall Street n'ait pas été particulièrement ferme ces derniers jours. On n'arrive pas à franchir les 900 dont les spécialistes font un seuil fatidique. Franchir ni même à atteindre. À côté des prix, le second sujet de préoccupation pour les boursiers, ça reste évidemment le pétrole. Du côté algérien, eh bien, il constate que Alger continue d'être très dur sur ses positions. On l'a vu à l'occasion de l'affaire du transfert du siège social de la CREPS, la filiale de l'ERAP, à Paris. La CREPS possède des actifs en Tunisie. Eh bien, il semble que les Algériens veulent traiter tous les actifs de la CREPS, où qu'ils se trouvent, de la même façon, ce qui n'est évidemment pas l'avis des autorités françaises. Côté libyen, les choses ne vont pas tellement mieux. Le gouvernement de Tripoli continue lui aussi de faire preuve de beaucoup de fermeté. Il y a d'ailleurs une certaine rivalité entre Alger et Tripoli sur l'attitude à adopter vis-à-vis des compagnies occidentales. Et du côté libyen, on parle de plus en plus de nationalisation si l'embargo ne suffisait pas. De toute façon, les Libyens ont rencontré hier les représentants de la Libye, de l'Irak et de l'Algérie pour arrêter leur attitude commune.
Je crois qu'on nous accélère beaucoup. Il faut probablement qu'on rende l'antenne. Je vous dirais que sur le marché de l'or, il ne se passe pas grand-chose non plus. Le cours du métal sont plutôt résistants. Les mines d'or, elles aussi, sont plutôt résistantes. Elles prennent quelques francs les unes et les autres. Quant au Pinet, il gagnait 1,10 franc à l'ouverture. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Paul Lefebvre.